Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par le discours d'Emmanuel Macron qu'on a eu le 14 juillet dernier, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est fin juillet 2022, bientôt début août. On va parler de la sobriété énergétique et des coupures de courant qui peuvent peut-être survenir pour l'hiver prochain, et du coup, quelles conséquences pour vos réseaux radio. C'est parti. Revenons sur ce qu'a dit Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous avez suivi. Après le défilé, il a été interviewé. Moi, je l'ai regardé sur TF1 et j'ai écouté attentivement tout ce qu'il a dit. Il a dit plusieurs choses intéressantes par rapport à ce qui allait possiblement se passer dans le futur. Il a parlé d'économie de guerre. Et il a parlé également de faire des économies d'énergie, tout simplement, de consommer moins. Qu'est-ce qu'il a dit concrètement ? La phrase qui a inspiré cette vidéo, c'est « Je vais demander dès à présent aux administrations publiques et à toutes les entreprises qui le peuvent que l'on se mette en situation de consommer moins. » Donc ça, il a dit les administrations publiques doivent donner l'exemple. Très bien. On va construire un plan et on va essayer de faire attention à l'éclairage le soir. Ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va peut-être couper à un moment donné le soir ou réduire, faire un lampadaire sur 2. On va faire un plan de sobriété et de délestage. Et c'est là-dessus que c'est intéressant et je voudrais qu'on s'arrête là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, sobriété et délestage ? Grosso modo, je vous la fais courte, ça veut dire, si vous consommez trop, on va vous couper. Ou on va carrément vous couper, même si vous ne consommez pas trop. Voilà, donc faisons un petit état des lieux. En France, actuellement, on a des infrastructures. Je vais me limiter à ce que je connais sur la partie électrique. Je ne vais pas parler de tout le reste, c'est un joyeux merdier, mais on va se concentrer sur les infrastructures électriques. On a des infrastructures qui sont vieillissantes. Les centrales nucléaires, on est en train de les pousser, on les a pas renouvelées, on en a fermé certaines. Avec le Covid, on a retardé les maintenances, du coup, on se retrouve avec des réacteurs arrêtés en ce moment. Bref, c'est vieillissant. Tout ce qui est ligne électrique, centrale nucléaire, tout le parc, globalement, est vieillissant et pas forcément renouvelé suffisamment. Tout ça, c'est lié à une absence de volonté de renouvellement du parc, donc des décisions politiques principalement. C'est un petit peu moins vrai maintenant où on se dit, bon, il serait peut-être temps qu'on récupère notre souveraineté énergétique. Le nucléaire, après lui avoir bien craché dessus, on se dit, bah finalement, c'est pas mal, ça donne de l'énergie à pas cher, c'est constant, c'est pratique, ça n'émet pas de CO2. C'est controversé parce qu'évidemment, il y a la problématique des déchets, mais bon, absence de volonté de renouvellement du parc, c'est un peu moins vrai maintenant, puisqu'on se dit, bon, on va peut-être faire des petits réacteurs, on va en mettre, on va fabriquer. Et tout ça, pour moi, ces infrastructures vieillissantes, le fait que ce ne soit pas renouvelé, le fait qu'on est traîné, c'est les conséquences d'années de choix et de non-choix également politiques, puisqu'il y a des décisions qui auraient dû être prises courageuses, de dire stop, maintenant on arrête, on continue dans cette voie, on arrête ceci, on fait... Voilà. Si on avait par exemple décidé d'arrêter pleinement le nucléaire, et de passer sur du renouvelable, il aurait fallu dire, bon bah, on va faire un plan véritablement, on va un plan d'action, on va faire en sorte que le renouvelable soit pleinement opérationnel avant qu'on arrête les centrales nucléaires. On s'aperçoit que ça marche pas si bien. Je vais pas rentrer dans les détails. Pour moi, tout ça, ces années de choix et de non-choix politiques, c'est en très grande partie eux qui sont responsables. Pourquoi ? Parce qu'ils sont incompétents. À un moment donné, il faut dire ce qui est. On a des élites, c'est des branquignoles, on a des élites corrompues, des voleurs, des manipulateurs. Ils nous disent que tout va bien à la télé, ils veulent des voix, ils veulent qu'on vote pour eux, ils veulent paraître bien. En fait, non, c'est des incompétents. Et c'est surtout pas à eux qu'il aurait fallu laisser les clés de ce truc-là. Bref, le système est ainsi fait que c'est eux qui décident. On a des élites de merde, c'est comme ça, on en est là aujourd'hui, et on nous parle de sobriété, grosso modo, bah, on va vous couper les legs, quoi. C'est-à-dire que toi, moi, tous ceux qui font partie de la classe moyenne, on va payer plus cher, on va vous couper dès que vous consommez plus, bref. Voilà, c'est des choses qui risquent d'arriver dans les hivers à venir, dans les années à venir, et peut-être dès l'hiver 2022, donc dans les 6 prochains mois. Alors, concrètement, quels sont les risques pour les prochains hivers? Risque au niveau électrique, je parle. Je fais abstraction de la partie énergétique, pétrole, tout ça. On reste vraiment uniquement sur la partie électricité. Que prévoit Enedis? Enedis, pour ceux qui ne savent pas, ça fait partie du groupe EDF, une des plus grosses sociétés françaises qui est en passe de redevenir publique d'ailleurs, puisque l'État est en train de faire une OPA pour détenir à 100% le capital d'EDF et donc faire en sorte que EDF soit à nouveau une entreprise du public. Aujourd'hui, Enedis est inquiet. Puisqu'ils ne savent pas comment le réseau va passer l'hiver, ils ont des doutes, ils savent qu'a priori la demande en électricité va être supérieure à l'offre. Concrètement, les centrales nucléaires qu'on a, et l'hydroélectrique, et les quelques panneaux solaires et éoliennes qu'on a en France ne vont pas suffire pour répondre à la demande et à la consommation des ménages français et des industries. Ils ont prévu 3 plans, 3 choses.
On parlera après des conséquences sur nous et sur nos réseaux. Ils vont d'abord commencer par modifier les plages horaires, heure pleine, heure creuse. Vous savez, il y a des tarifications différentes suivant que vous soyez en heure pleine, en heure creuse. Concrètement, on va réduire les heures creuses, on va augmenter les heures pleines, et tout ça, finalement, ça va se traduire par une augmentation des tarifs. Sur votre facture, vous allez payer plus cher. C'est aussi simple que ça. Il faut comprendre ça comme ça. Ensuite, il prévoit, dans les cas extrêmes, des écrêtements ciblés. Alors, c'est quoi un écrêtement ciblé? Je trouve que le terme, il est bien choisi. Un écrêtement, vous avez un pic de consommation, on se dit, plutôt que d'atteindre le pic, on coupe le pic. Comment ça va se passer? Ils vont baisser, donc ils vont brider la puissance des compteurs, pour ceux qui ont des compteurs connectés. Vous souscrivez un abonnement avec une certaine puissance, qui se chiffre en kVA, kilovoltampères ou voltampères, VA tout court, 3000, 6000, 10 000 VA, ou 10 kVA. Et puis, concrètement, on va dire au compteur, dès que on va brider le compteur à distance. Si vous avez souscrit un abonnement, par exemple, de 10 kVA, 10 kVA, ce qui fait à peu près 10 kW, pour les besoins de cette vidéo, comprenons, un VA, c'est à peu près 1 watt. Dans la pratique, c'est pas forcément toujours vrai, mais grosso modo, vous avez souscrit une puissance de 10 kW à la maison, parce que vous avez une maison 100% radiateur électrique. On va vous baisser la puissance, on va dire au compteur, maintenant, tu supportes que, je sais pas, n'importe quoi, 5 kW. Et donc, vous allez perdre moitié moins de la puissance que ce que vous avez souscrite. Qu'est-ce qui va se passer si jamais vous mettez à allumer tous les radiateurs de votre baraque en même temps et que vous dépassez les 5 kW, le compteur, tout simplement, il va couper. Donc, il y aura des bridages qui peuvent être prévus dans les cas un petit peu extrêmes. Ils viseront en premier lieu les gros consommateurs, donc tout ce qui est industrie, un petit peu industrie lourde, mais ils peuvent également viser les particuliers si jamais, à un moment donné, ils ne peuvent pas faire face à la demande. Donc hybride, c'est-à-dire que vous pouvez consommer du courant, mais pas trop, sinon ça coupe. Ils peuvent également prévoir des délestages. Donc, ce que j'appelle un délestage, c'est une coupure ciblée à plus ou moins grande échelle. Il est arrivé par le passé, ça a été rare, que d'un seul coup, ils ne pouvaient plus faire face à la demande. Il coupe un quartier complet ou une ville complète. Voilà, il coupe à un poste source, un poste haute tension directement, on débranche, et il n'y a plus de courant dans la ville. Donc ça, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Ils peuvent faire des délestages ciblés, voilà, sur des petites, ce qu'on appelle des grappes, sur des petits quartiers ou des petites maisons individuelles, ou alors sur carrément des quartiers entiers, des pans de villes complets. Et comme je vous disais, le ciblage sera priorisé sur les gros consommateurs. En priorité, c'est ceux qui consomment le plus, principalement les industries, on va les brider eux. C'est un petit peu dommage parce que du coup, ça va avoir des conséquences économiques sur le chiffre d'affaires et des conséquences économiques sur la compétitivité de la France. Et enfin, troisième et dernière mesure qu'ils prennent, qui s'apprêtent à prendre, c'est avertir des écrêtements. Il y a des fois, on va pouvoir prévoir. Certains jours, on sait qu'il va faire très froid, par exemple, concrètement, on sait que la demande va exploser. Donc à ce moment-là, on va essayer de prévenir en amont en disant « consommez pas trop, sinon vous risquez d'être coupé ». Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est les trois grosses mesures qu'Enedis prévoit pour faire face à cette demande. Concrètement, aujourd'hui, il faudrait pouvoir produire plus, il faudrait plus de centrales nucléaires. À un moment donné, c'est ce qui aurait dû être fait depuis 10-20 ans maintenant, qu'il y a un renouvellement. La controverse politique, l'écologie fait que ça n'a pas été fait, et on se retrouve aujourd'hui dans la merde. Concrètement, donc on prend des mesures un petit peu drastiques, et voilà les mesures qui devraient être appliquées dès l'hiver prochain. Alors, quelles vont être les conséquences dans nos vies? Il n'y a plus de courant. Très simple. Plus de lumière, plus de chauffage, si vous êtes équipé en radiateur électrique. Notez qu'également, si vous avez une chaudière à gaz et qu'il faut qu'elle soit alimentée en courant électrique pour fonctionner, vous n'aurez plus de chauffage. Prévoyez les pulls pour cet hiver. Voilà, ça peut être un achat intelligent à faire. Plus d'électroménager non plus, le four, le frigo, le modem, l'ordinateur, il n'y a plus rien. Vous ne pouvez plus payer non plus, imaginez qu'il n'y a plus de courant. Il n'y a plus de transactions financières. Aujourd'hui, pour alimenter les supermarchés, quand ils passent des commandes, tout se fait informatiquement. Toute la logistique aujourd'hui est gérée informatiquement. En fait, finalement, tout s'arrête. Et je me suis amusé à mettre plus de YouTube. Vous aurez plus de YouTube, Instagram, Facebook, tout ça. C'est fini. J'ai oublié TikTok d'ailleurs. Plus de TikTok non plus. Alors du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Mettre un pull et puis prendre un bouquin, une lampe de poche et lire, tout simplement. Donc tout ça pour moi, c'est les conséquences, ça peut avoir un impact direct dans nos vies. Quand tu n'as plus de lumière et que tu as froid, tu te les gèles, à un moment donné, ça c'est un impact direct. Et un impact direct, mais à plus grande échelle, pour moi, sur l'économie. Un ralentissement, voire un arrêt de l'économie. Si on coupe un pan entier, qu'on déleste un quartier, une ville, une grosse ville de France, on va avoir des ralentissements, ça va se voir.
un petit peu. C'est des choses qui se sont passées en Chine d'ailleurs. Ils ont beaucoup de centrales à charbon là-bas et ils n'avaient pas assez ils pouvaient pas assez produire, donc ils ont demandé déjà qu'on coupe les clim, il faisait très chaud. Ils ont demandé à ce qu'on coupe à certains moments donnés dans la journée que les usines s'arrêtent. Donc du coup, impact direct sur l'économie. Tout ça pour dire, c'est quoi ? C'est la merde en fait. Donc ce qui nous attend potentiellement, si ça se passe vraiment mal, on peut vraiment pas faire, si Enedis ne peut pas faire face à la demande en électricité, ce sera la merde. Il est probable que ça le soit un petit peu en 2022, mais si jamais rien n'est fait, ou que c'est encore le merdier et que ça avance pas assez vite, en 2023 ce sera pire, en 2024 pire. Vous voyez, à un moment donné, ça va aller en descendant. Maintenant, on switch sur les réseaux radio. Quelles conséquences concrètes sur les réseaux radio ? Les réseaux radio en général. Le risque, c'est de plus avoir de téléphonie mobile. Ce sont des systèmes électroniques sans courant, pas de fonctionnement. C'est un principe de base. Dès qu'il y a un appareil électrique ou électronique, il a besoin de courant électrique. Vous n'aurez plus non plus, ou vous pouvez ne plus avoir d'infrastructure informatique. Tout ce qui est data center, armoire de raccordement dans les rues, tout ce qui a besoin finalement de faire fonctionner le parc informatique, si à un moment donné il y a une coupure ciblée, un délestage, et que c'est pas secouru, qu'il n'y a pas une alimentation de secours qui vient prendre le relais, pareil quoi. Donc on revient à plus de connexion que je vous disais tout à l'heure, plus de possibilité d'envoyer des mails. Si vous êtes télétravailleur, ça va être compliqué aussi. Vous aurez plus de relais si vous avez un réseau PMR. Si on vous a coupé, la 3G, la 4G, que vous êtes installé sur un pylône et que vous partagez les antennes, pareil, vous aurez plus rien de tout ça. Plus d'interconnexion si vos relais sont interconnectés par des fibres, par des faisceaux hertziens, par des VPN, des choses comme ça. Si c'est coupé, qu'il n'y a plus de courant, il n'y a plus ça. Et pour communiquer, pour ceux qui ont des réseaux PMR, il faudra faire du mode direct obligatoire. Tant que vous aurez de la batterie et de la portée suffisante pour communiquer. Si vous voulez communiquer à l'échelle d'un département et que vous êtes vallonné parce qu'il y a des montagnes, ça va être compliqué de communiquer en mode direct. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent arriver sous réserve d'autonomie suffisante et de portée suffisante pour vos terminaux, donc vos talkie-walkie, grosso modo. Alors, on se dit, bon, c'est dramatique, super, on va peut-être me couper, qu'est-ce que je vais faire ? Ce qui est bien, c'est qu'on peut anticiper. Si on sait que ça va se passer cet hiver, ça peut se passer cet hiver. J'ai pas dit que ça va se passer, ça peut, potentiellement. On peut se retrouver délesté, soit avec un bridage, soit avec une coupure, carrément. J'ai fait 2 slides. Une slide où, si vous êtes équipé de réseau radio PMR, vous avez votre relais, votre licence, vos fréquences, vos postes à vous, et une autre slide, celle d'après, où si vous avez un réseau des talkie-walkie 4G. Commençons si vous êtes équipé par des postes PMR analogiques, les bons vieux potes, tiens, j'en ai pas sorti un là d'ailleurs, dommage, pour le besoin de la vidéo, un talkie-walkie classique, PMR, des PMR, un XDN analogique, UHF, VHF, bref. Je vous inviterai à vérifier, si c'est votre réseau privé, que votre réseau, il est bien équipé de batteries de secours, ou d'onduleurs, en l'occurrence, privilégiez plutôt les batteries de secours, les onduleurs vont assez vite s'épuiser, parce qu'en fait, ils prennent dans des batteries, souvent 12, 24, 48 volts, ils élèvent la tension, donc même si vous consommez très peu de courant, ils vident les batteries plus vite. Il y a plus de pertes dans un onduleur que dans une batterie classique connectée à un relais PMR. Je vous inviterai à vérifier déjà, est-ce que vous en avez ? Est-ce que vous avez des batteries ? Est-ce que vous avez une alimentation de secours ? Quel est l'état général de ces batteries ? Quel est l'âge de ces batteries ? Est-ce que j'ai déjà dit, pardon, je me répète. Si vous avez des batteries qui sont là depuis 10 ans, qui ont été maintenues en charge, qui n'ont pas été testées avant, je donne pas cher de la peau de vos batteries. Si elles ont été stockées, qu'elles ont pris le froid l'hiver, le chaud l'été, et qu'elles se sont pris des pics de température, pareil. L'électrolyte à l'intérieur est plus forcément de très bonne qualité. Quelle technologie vous allez utiliser de batterie ? Si vous prévoyez d'en mettre ou si vous en avez. Le lithium est un peu moins résistant que le plomb. Le lithium, l'avantage, c'est que dans une densité énergétique plus importante, c'est-à-dire que dans un même volume, on en met plus que dans du plomb, mais le plomb est beaucoup plus résistant. C'est ce qu'on a sous nos voitures, d'ailleurs, sous nos capots de voiture. On voit que le capot de la voiture, il fait chaud, les batteries, elles tiennent plusieurs années sans problème. Dans quelles conditions elles ont été stockées et utilisées ? Je vous l'ai dit avant, si elles ont été mises à moins 10 l'hiver et à plus 40 l'été, ça peut valoir le coup de les remplacer. Ou de les mettre dans un lieu où elles sont un petit peu préservées, à l'abri de la chaleur, à l'abri de l'humidité, où vous les préservez finalement. Est-ce que vous avez un dimensionnement correct ? Vous vous dites, génial, moi c'est bon, j'ai une batterie de secours. Ouais, mais combien de temps elle tient ? Quelle durée de fonctionnement ?
Est-ce qu'elle va tenir 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 5 heures, 10 heures, 24 heures? À vous de le déterminer. Ça, c'est en fonction de la consommation de votre réseau, de combien va consommer votre relais ou vos relais s'ils sont interconnectés. Est-ce que vous avez dimensionné en ayant des relais à pleine charge, à mi-charge? Voilà, tout ça, ça se calcule. C'est relativement facile à calculer. Prévoyez des marges de sécurité, bien sûr. Quand il fait froid l'hiver, les batteries, ça n'aime pas le froid. Enlevez 10, 20, 30% de capacité si vous voulez vraiment des grosses marges. Comme ça, vous dimensionnez correctement. Est-ce que ces batteries, elles sont maintenues en charge permanente ou au contraire, est-ce qu'on les cycle en les chargeant, en les déchargeant légèrement, en les rechargeant de façon à ce que on fasse faire des cycles à l'électrolyte qui est à l'intérieur, à toute la chimie, ou est-ce que vous les maintenez en permanence en charge qui va avoir tendance à les fusiller, ou est-ce que vous coupez la charge, ce qui va les préserver? Quel type de charge? Est-ce que c'est des charges rapides? Il faut savoir qu'une charge rapide et une décharge rapide, ça va flinguer les batteries plus vite. Voilà, c'est le principe. C'est un peu comme vous, quand vous couvrez le marathon, si on vous laisse pas le temps de récupérer et que vous courez un marathon toutes les semaines, à un moment donné, votre corps, il dit fuck, il vous envoie péter, il tombe. Là, c'est pareil pour les batteries. Est-ce que vous avez prévu autre chose en plus des batteries? Est-ce que vous avez prévu des panneaux solaires, des groupes électrogènes, une éolienne, pourquoi pas? Un système qui permettrait de recharger vos relais au niveau de votre pylône, qui fait que si jamais vous avez une coupure d'alimentation, vous savez que vous avez premièrement des bonnes batteries qui sont chargées, qui tiennent 24, 48, ça dépend, même quelques heures, à vous de déterminer. Et vous pouvez vous dire, j'ai mes panneaux solaires en plus, donc je sais que quand il fera jour et qu'il y aura du soleil, ce sera rechargé. Donc ça, c'est parfait. Et enfin, est-ce que vous avez effectué des tests en conditions réelles? À un moment donné, c'est important de tester aussi, de se dire, j'ai mis des batteries, nickel, tout va bien. Ouais, alors ce que tu vas faire dans ces cas-là, débranche le courant. Un jour, tu prévois un jour où tu n'utilises pas trop ton réseau, où tu sais que tu vas faire des tests, et tu vois combien de temps ça tient. Parce que si jamais tu as oublié je te dis une bêtise, tu as plusieurs relais interconnectés et tu as connecté tes relais à ton onduleur ou à ta batterie de secours, et puis le switch Ethernet qui relie tous les relais entre eux, tu as oublié de le connecter à l'onduleur. Quand tu vas faire le test, tu vas vite t'apercevoir que tes relais communiquent plus. Voilà, des tests basiques, tests en conditions réelles. Voilà, c'est des idées que je propose. Sachez que le risque de coupure peut arriver, donc préparez-vous. Anticiper ces risques, c'est pas acheter des batteries et prévoir, faire en sorte que votre réseau continue de fonctionner, c'est pas un investissement qui est énorme, ça va pas vous demander des centaines de milliers d'euros, et ça peut vous sortir de situation, surtout si votre réseau radio il est sensible et qu'il doit continuer de fonctionner. Puisque quand il y aura la coupure, vous serez tranquille, vous direz, parfait, moi j'ai fait mes tests, mes batteries elles sont bonnes, je sais qu'elles tiennent 24-48 heures, je sais que peinard, vous êtes tranquille d'esprit, vous pouvez continuer à utiliser votre réseau, et ça peut faire un réseau de secours en plus, si les secours ont besoin de s'organiser parce que la panne dure, par exemple. Maintenant, que faire si vous êtes équipé de postes LTE? Ce qu'on appelle les postes LTE, les push to talk over cellular, les téléphones portables talkie-walkie grosso modo. Là, finalement, vous êtes dépendant du réseau. Concrètement, vous êtes dépendant de ce qu'a mis en place l'opérateur pour faire face aux pannes. S'il n'y a plus de réseau parce qu'il n'y a plus de courant et qu'il n'a pas prévu de batterie sur ses stations de base, sur ses pylônes, vous êtes niqué. Concrètement, à un moment donné, vous ne pourrez pas communiquer. Donc moi, je vous invite à vous renseigner auprès de votre fournisseur, celui qui vous a fourni les radios, comment ça marche quand il n'y a plus de courant, quand il n'y a plus de réseau, voilà. Quelles garanties de fonctionnement? Vous pouvez également vous rapprocher de votre opérateur. Quelles garanties de fonctionnement sont mises en œuvre en cas de coupure de courant? Si l'opérateur vous dit, vous inquiétez pas, j'ai mis des batteries, j'ai ci, j'ai ça, ok, pas de problème. Quelles solutions ont été testées? Et à quelle fréquence? Pour quel résultat? Ça, c'est important de le poser. Si vous tombez sur un commercial qui dit, ouais, t'inquiète, c'est bon, ça va continuer de marcher. Qu'est-ce que tu as testé? Quels sites sont relayés? Combien de temps ça va durer? À quelle fréquence vous faites vos tests? Est-ce que vous avez constaté des problèmes? Voilà, vous voyez, vous allez creuser les questions et vous verrez bien au téléphone si le mec, il vous répond en bégayant ou s'il est sûr de lui. S'il est sûr de lui, vous pouvez considérer qu'a priori, il a fait ce qu'il faut pour vous préserver et que vous devriez avoir du réseau mobile même quand il y a des coupures de courant. S'il n'est pas sûr de lui, ou qu'il essaye de vous bullshit, bullshit, quoi. Et enfin, quelle solution de repli au besoin? Vous pouvez poser la question à votre opérateur, qu'est-ce que vous avez prévu comme solution de repli? Moi, je paye un abonnement chez vous, si je ne peux pas communiquer, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Réfléchissez à vous aussi, quelle solution de repli pour vous-même, parce qu'à un moment donné, s'il n'y a plus de réseau, il n'y a plus de réseau, quoi. Je veux dire, si le mec vous répond au téléphone, j'ai pas de solution de repli à vous proposer, à vous d'en trouver une. C'est là que les réseaux PMR interviennent, par exemple. Voilà, ce genre de réseau là dont j'ai parlé, DMR, DPMR, NXDN.
Voilà. Maintenant, je vous propose, sans rester dans le drama, prenons un tout petit peu de recul, si ça peut vous rassurer. Il y a le RRF qui est en train d'arriver. Le RRF, c'est le réseau radio du futur. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet. La première où j'ai raconté quelques conneries et la deuxième où j'ai corrigé mes propos. Vous irez chercher dans toutes les vidéos de cette chaîne si vous voulez les retrouver. Le RRF demande, il va faire appel à 2 opérateurs de référence. Il y a 4 opérateurs en France. Orange, SFR, Bouygues, Free. Il va y avoir sur ces 4 opérateurs 2 opérateurs qui vont être des opérateurs de référence. Il doit avoir une garantie absolue de fonctionnement et une réparabilité en cas de panne très rapide, de sorte que le RRF, donc le réseau qui va être utilisé par la police, les pompiers, le SAMU et toutes les forces de sécurité en France en général, puisse avoir une garantie de communication sur ce réseau. Donc pour moi, je me dis, bah ok, si EDF coupe, si vous avez un abonnement sur un de ces 2 opérateurs de référence, normalement, vous avez moins de risques de coupure, puisqu'ils sont censés, c'est garanti par contrat, le fonctionnement est garanti par contrat, le temps de rétablissement est garanti par contrat également, avec des pénalités à la clé. Je crois que c'est 6 heures. Typiquement, le réseau tombe en panne, tombe en rade, il faut que dans les 6 heures, ils aient remonté le réseau. Et donc, vous aurez a priori moins de risques de coupure là-dessus, puisque normalement, comme les pénalités vont être très élevées, de ce que j'ai compris, qui peuvent très vite se chiffrer en millions d'euros, ils vont mettre les moyens, normalement. Ils vont prévoir, ils vont faire en sorte qu'il y ait une garantie et qu'il y a le moins de risques possible. Ensuite, les délestages. Par le passé, c'est arrivé. Ça reste très rare chez Enedis. Quand on déleste un quartier entier, c'est que vraiment, il n'y a plus le choix. On va voir, alors c'est très rare, c'était très rare, j'espère que ça ne va pas devenir moins rare, voire fréquent, mais ça reste rare. Et ce qu'on privilégie, je vous dis encore une fois, c'est de l'écrêtage, c'est-à-dire on vous bride la puissance, vous ne pouvez pas consommer plus, quoi. Donc vous avez du courant, simplement évitez de dépasser la puissance max. Et enfin, EDF qui fournit le courant en France, qui le fabrique, c'est un opérateur d'importance vitale. D'ailleurs, il va avec le RRF. Le RRF fonctionne avec des opérateurs d'importance vitale. Ceux qui fournissent l'eau, c'est des opérateurs d'importance vitale. Le gaz, opérateur d'importance vitale. La SNCF, opérateur d'importance vitale. EDF en fait partie. Donc, qui dit opérateur d'importance vitale dit il se doit d'assurer un fonctionnement qui soit proche de 100%. Dans la pratique, c'est jamais vrai, c'est jamais égal à 100%, mais on essaye de s'en rapprocher le plus possible. Donc, voilà, prenons un peu de recul, les coupures peuvent arriver, mais quand même, le problème est pris, et ils ont conscience du problème, et c'est pris en amont. J'espère juste qu'avec la nationalisation d'EDF, il n'y aura pas des politiques corrompus, branquignols, incompétents, qui vont prendre les mauvaises décisions, et ça va nous tomber dessus. C'est juste, pour moi, ça c'est un risque, mais encore une fois, voilà, opérateur d'importance vitale qui est censé fonctionner, donc normalement, ça devrait continuer de marcher. J'en arrive à la conclusion de cette vidéo, je vois qu'on est à presque 23 minutes, donc je ne vais pas traîner. Conclusion, pour moi, préparez-vous. On est en train de vous dire, attention, de la sobriété énergétique, ça veut dire potentiellement moins de gaz dans les cuves, moins de pétrole, moins de gaz, moins d'électricité, donc ça veut dire qu'il va falloir consommer moins, on y est. Tout ça, c'est le fruit de décisions qui nous impactent directement, mais dont on n'est pas forcément responsable. Il va falloir apprendre à vivre avec, donc préparez-vous, y compris individuellement, achetez des pulls, achetez un petit réchaud à gaz, achetez une lampe de poche, ça coûte pas très cher, ça peut vous servir, achetez des bougies aussi, ça peut toujours servir. Et pour revenir sur l'aspect radio, préparez-vous, surtout si votre réseau est sensible. Si vous êtes un réseau de secours d'urgence, je pense à tout ce qui est association agrès de sécurité civile, je pense aux ADRASEC, qui eux, normalement, pour moi, c'est des radioamateurs, ils ont déjà pris en compte ce risque. Si vous êtes une police municipale, si vous êtes un opérateur d'importance vitale, prévoyez, faites en sorte que votre réseau, il marche, quoi. Si jamais il y a des coupures, que vous n'avez plus d'internet, comment le réseau se comporte? Prévoyez, visez résilience, voilà, préparez-vous. Pensez à ça avant que ça vous arrive. Une fois que ça vous arrive, c'est trop tard. Quand vous l'avez anticipé, vous passez beaucoup mieux la crise. Voilà, tout ça pour dire, des coupures sont possibles. Ne soyez pas pris au dépourvu, si jamais ça arrive. Si vous avez anticipé, encore une fois, ça se passera beaucoup mieux. Et vous serez tous beaucoup plus sereins. J'en ai à présent fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je finis avec la traditionnelle petite page de pub pour ceux qui ne me connaissent pas. Si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, écoutez, je m'appelle Louis Rigarvé. Dans la vie, je suis ingénieur indépendant en électronique, grand passionné de radio, grand passionné de tout ce qui est système PMR en général, donc tout ce qui est Welky, tout ce qui est sécurité de ces systèmes radio. Vous trouvez plein de vidéos sur cette chaîne YouTube qui ont été faites en lien avec la radio. Je suis radio amateur à mes heures perdues, F4HUZ, même si je parle pas beaucoup.
J'ai monté ma société, puisque je travaille à mon compte, qui s'appelle Ingéniesup. Si vous voulez savoir ce que je fais, n'hésitez pas à aller vous rendre sur mon site internet, www.ingéniesup.fr. Si certains qui voient cette vidéo aimeraient se préparer à l'hiver prochain, ont un réseau radio ou pas de réseau, ou aimeraient s'équiper, ou ont besoin de réfléchir à des technologies pour les rendre plus résilientes. On parlait d'énergie, mais on peut parler aussi des problèmes climatiques qui peuvent mettre à plat votre réseau, ou qui peuvent mettre à plat les réseaux mobiles. Bah, écoutez, si vous avez besoin de conseils, si vous voulez... si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'aborder par LinkedIn. Je réponds uniquement en professionnel qui m'aborde par LinkedIn avec un petit message personnalisé. Vous me faites une petite invitation en disant j'ai vu ta vidéo là-dessus, j'aimerais en discuter, j'ai un réseau, j'aimerais m'équiper. Ce sera avec plaisir. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet puisque la vidéo dure longtemps. Je vous dis donc préparez-vous, je vous souhaite une bonne préparation, anticipez certains risques qui peuvent arriver. C'est comme la ceinture de sécurité en voiture, si vous avez prévu la résilience de votre réseau, les batteries qui vont bien, que la tempête s'abat sur votre réseau, vous avez la ceinture bouclée, ça n'empêchera pas l'accident, mais vous serez protégé, beaucoup plus protégé que si vous n'avez rien anticipé, si vous n'avez pas de ceinture. Bah, les réseaux, c'est pareil. Voilà, j'en ai présent fini avec la vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, toujours sur d'autres vidéos, en lien avec la radio, la crypto, l'électronique, la technique en général. À très vite, ciao à tous.